Mesdames et messieurs, bonjour, peut-être bonsoir dans tout le cas. Bienvenue dans cette émission, nouvelle édition, nouveau numéro de votre émission chez mes critiques qui décrypte l'actualité du pays. La RDC, comme vous savez, est confrontée depuis quelques temps, depuis 3 ans presque aujourd'hui, à une situation d'insécurité grandissante dans sa partie orientale. Vous parlez de la ville de Goma qui est aujourd'hui, on a signalé la présence massive de militaires rwandais et quelle approche pour sortir de la crise politique, la crise sécuritaire, je veux dire. Et chacun donne sa voix après le discours du chef de l'État qui a appelé, qui a lancé un appel à la mobilisation générale parce qu'il a dit finalement que la RDC ne se laisserait jamais marcher dessus, la RDC ne se laisserait jamais écraser par qui que ce soit et la riposte serait en cours. C'est ce que nous allons voir avec Bruno Kapanji Kalala, ancien ministre de l'Énergie, ancien responsable de l'agence d'exécution du projet INGA, ancien membre de cabinet d'experts présidentiels sous le président Mobutu, ancien administrateur financier de la Société nationale de l'électricité. Bref, un homme d'expérience et justement un sage pour la RDC. Comment est-ce qu'il a vu? Il a vécu le discours du chef de l'État. Il a pris en charge comment ça devait se faire. Monsieur Kapanzi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'honneur que vous nous donnez en acceptant notre invitation. Le chef de l'État a parlé, un discours bref, mais beaucoup d'émotions dans ce discours, en tout cas un discours mobilisateur, un discours catalyseur pour le pays. La RDC est en train de préparer sa riposte après la présence confirmée de militaires rwandais dans la ville de Goma principalement. On le sait que le Rwanda a été toujours accusé déjà et prouvé que ce pays voisin de l'Est de la RDC continue à soutenir une rébellion qui veut déstabiliser le pouvoir de Kinshasa. Alors, dans ce cadre, la mobilisation générale que le président de la République a pu lancer dans son adresse à la nation, comment avez-vous de manière générale accueilli ces discours dans ces contextes particuliers dans lesquels le pays se trouve? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant toute chose, permettez que je présente mes condoléances le plus sincères, le plus triste possible au président de la République, au peuple congolais en général et en particulier au peuple du nord et sud Kivu qui aujourd'hui compte de nombreux morts, hommes, femmes, enfants et nos vaillants militaires et les combattants Wazalendo. Beaucoup sont tombés. Il ne faut pas oublier, on a donné des chiffres de 700 morts. Je pense que ces chiffres sont très faibles. Il ne faut pas oublier qu'au nord Kivu, la densité démographique est de plus de 120 personnes par kilomètre carré. Ça veut dire que chaque bombe qui tombe trouve au moins quelqu'un, c'est-à-dire tue quelqu'un. Alors il doit y avoir beaucoup plus de morts. Et je suis triste. Veuillez excuser mon émotion, mais c'est la gravité des affres de cette guerre qui nous est imposée par des Africains, conduits par un Africain. Et les Africains, ce sont les Rwandais, et l'Africain qui les conduit, c'est le président Paul Kagame, qui conduit une guerre d'agression dans notre pays. C'est incompréhensible. Enfin, c'est le résultat du manque d'amour. Quand quelqu'un n'aime pas, il peut aller à faire n'importe quoi. Je m'arrête là pour le moment. Alors, je rappelle que les chiffres sont divergents. Aujourd'hui, il n'y a pas encore un bilan officiel qui confirme ces chiffres de 700, de 300, ça dépend. Mais en tout cas, il semble qu'il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts matériels autour de la ville de Goma lors des affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Bruno, vous soutenez finalement le discours du chef de l'État. Et dans ce discours hors micro, vous parlez d'un programme qui doit être mis en action, dresser un programme au niveau national pour voir comment est-ce que les choses doivent évoluer. Comment voyez-vous cette approche? Parce qu'il s'agit de schémas critiques et comment on fait pour sortir de cette situation particulière dans laquelle le pays se retrouve?
Oui, je vais d'abord parler du contexte du discours lui-même du président de la République. C'est un discours patriotique, un discours d'engagement, un discours qui appelle à la conscience de chaque Congolais. Et finalement, un discours de mobilisation. Si j'ai répondu à votre invitation, ma présence ici fait partie aussi de l'action de la mobilisation. Nous sommes tous mobilisés, nous répondons au discours ou à l'appel du président de la République. C'est pourquoi nous soutenons ce discours, pas seulement avec les paroles, mais avec les propositions que vous dites là. De ma part, en tant qu'expert en développement, je vais donner quelques propositions, mais qui ne viennent pas contredire, mais qui vont dans le sens de la mobilisation, dans le sens de l'invitation du président de la République à tout Congolais pour combattre cette guerre, pour arrêter cette guerre et mettre fin aux conséquences qu'elle entraîne, parce qu'il n'y a pas que la ville de Goma, c'est un peu partout, tous les efforts qui sont fournis au niveau des finances, au niveau de l'économie, au niveau sanitaire, tout ça, il y a des conséquences collatérales qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus larges que ce que nous voyons. Mais en tant que leader, on vous voit déjà. J'ai vu quand nous étions en aparté, et vous avez déjà une tenue des FARDC, la couleur de vos habits, ça transmet déjà un message. Ça montre effectivement que vous êtes de plein pied dans cette guerre. Vous pensez que la classe politique et sociale du pays a pris en charge et finalement a compris le message du président et que le soutien qu'il obtient à ce jour, dont il est bénéficiaire actuellement en tant que garant de la nation, est suffisant pour finalement contribuer à l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays? Soyez surtout précis avec vos questions. Parce que vous avez raison d'utiliser le mot compréhension. Est-ce que tout le monde a compris? C'est une question extrêmement importante. D'abord, le discours lui-même, c'est la parole. Il est écrit au commencement, il y avait la parole. Rien de ce qui existe ne l'a été sans la parole. C'est dans la Bible. Mais en réalité, c'est aussi la même chose. C'est la parole qui crée. Le discours du président est un cadre. Maintenant, il faut mettre cette parole en pratique. Ce n'est pas le premier discours qu'il a fait. Le président, quand il prend le pouvoir, il informe son peuple, le peuple congolais, de sa vision. Le peuple d'abord. Moi, j'interprète ça comme une invitation à tout le monde. Père de famille, clan, tribu, gouvernement, toutes les institutions armées, tout le monde, les entreprises. Cette vision devait être bien expliquée pour que chacun sache que cette vision veut en quelques mots dire ceci. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, vous le faites pour le bonheur, pour le bien-être de la population. Donc, on met l'homme au centre de l'action politique. Au centre de toute action. Et ça se fait par l'amour. Quand vous aimez votre enfant, tout ce que vous allez faire, c'est pour donner l'éducation, donner à manger, donner le pouvoir de s'exprimer, donner à l'enfant de s'épanouir, d'avoir le bonheur. Et la même chose à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, c'est le premier discours du président. Il y en a eu d'autres. Maintenant, situons-nous au niveau du discours après les événements de Goma. Il fait ce discours, c'est un discours où il nous invite à la mobilisation. À la mobilisation, pourquoi? À la mobilisation pour des actions. Et il a dit, les préparations sont en cours pour une riposte. Et cela demande
qu'il y ait un programme d'action. Un programme où il y a, veuillez m'excuser, je ne sors pas du sujet, mais pour qu'il y ait un programme, il faut qu'on tienne compte de la vision du président de la République, le peuple d'abord. Deuxièmement, il faut un diagnostic dans tous les secteurs. Troisièmement, il faut définir les objectifs clairs dans chaque secteur, dans le secteur de l'armée, dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur de l'éducation. Partout, il faut un diagnostic précis. Les chiffres existent. Après ce diagnostic, il faut définir les objectifs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des objectifs au niveau de la sécurité. Je veux dire de l'armée, de la police, des autres services de sécurité. Et après ces objectifs, il faut définir les stratégies, c'est-à-dire la mode, ou le mode plutôt d'action, la méthodologie. Aujourd'hui, vous entendez des gens dire « Oui, nous avons la stratégie de ceci ». La stratégie n'est pas l'objectif. Elle n'est pas non plus une action. C'est une façon de faire. Et chaque domaine a sa stratégie. Mais la stratégie globale dont a parlé le président, c'est la mobilisation, c'est une stratégie. Nous sommes ici mobilisés pour la campagne, c'est une stratégie. Mais ça ne s'arrête pas là. Après cette stratégie, il faut définir les actions à mener. Faire une liste des actions à mener par rapport aux objectifs, par rapport à la satisfaction des besoins que tout le monde attend. Et les besoins sont des objectifs, justement, à définir. Et après ça, un programme d'action qui a des projets, ces projets doivent être quand même étudiés par des experts. Vous connaissez le cycle des études, études d'opportunité, études de préfaisabilité, faisabilité, études, toutes ces études de faisabilité dans tous les domaines. Après ces études, on fait un programme alors, c'est-à-dire une liste de projets programmés, planifiés. C'est alors, puisque dans les études de faisabilité, il y a aussi la faisabilité financière, le coût de ces actions. On sort alors le budget. Et dans le budget, on regarde d'où viendront les recettes qui vont financer ce projet. Et comment on va utiliser ces recettes par rapport aux besoins dans l'exécution du projet. Le budget n'est rien d'autre qu'une expression chiffrée d'un programme d'action. Rien d'autre. Je finis, cet aspect est important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a le budget, ça ne suffit pas. Il faut une feuille de route en fonction des entrées, en fonction des entrées internes et externes. Après cette feuille de route, il faut une comptabilité. C'est pour ça qu'il existe des services de comptabilité, réduction des comptes, tout ça. Il faut une comptabilité. On doit faire. Pour à la fin, la traçabilité, voilà, à la fin, il y a le résultat et l'évaluation de tout ce qui a été prévu. Pourquoi je dis ça? Parce que compte tenu de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on peut facilement aller dans la précipitation. Qu'on prenne des décisions, des mesures, et tout ça, précipité, mal préparé, tout ça. Et quand un projet, une action c'est un projet, est mal préparé, souvent le résultat n'est pas au rendez-vous. Il faut garder son calme. Le président de la République, vous avez vu quel calme il a. Il est très affecté, on le voit, mais il est resté calme pour préparer la contre-offensive, pour préparer des actions qui vont aller. Mais je conseille que ces actions doivent être vraiment bien préparées par des experts. Lui-même, il a parlé d'une riposte
rigoureuse et coordonnée. Donc on suppose qu'il y a cette dimension de la coordination absolument, qui doit être ça, je l'en félicite. Je l'en félicite. Il faut ça. Il faut des actions coordonnées, mais ces actions doivent être bien étudiées. Je vous ai dit, il y a des cycles d'études. Et nous avons des spécialistes. Ça ne se fait pas au niveau des commissions, par des commissions. Quand on crée des commissions, souvent, d'ailleurs, ce n'est pas des spécialistes. On voit beaucoup de commissions. Je n'ai rien contre les juristes, mais ils sont un peu partout dans toutes ces commissions. Mais il faut des experts. On est dans le secteur militaire, des experts militaires. On est dans le secteur alimentaire, des experts alimentaires. On est dans le secteur de développement, des experts en développement. Ce sont ces experts qui sont là au Congo, il y en a. Il y en a dans l'armée. Nous parlons par exemple de la réponse militaire. Nous avons des experts. Vous vous rappelez qu'il y a des années 80, on a donné des enveloppes. Hein, aux officiers, sous-officiers, vous connaissez, vous êtes jeunes, mais ça existait, des enveloppes aux officiers qu'on a mis en retraite et tout ça. Parmi eux, il y a des experts. Il y en a qui sont encore aujourd'hui en fonction. Il y en a qui ne sont pas là. Il faut les consulter. Mais ça doit être coordonné. Coordonné. On désigne des responsables, mais qui connaissent, qui savent qui appeler, qui inviter, tout ça, et faire ça sous forme de rapports, je dirais, des rapports d'analyse, d'études coordonnés. Alors, je rappelle encore, je l'ai dit à l'entame de l'émission, que vous faisiez partie de l'équipe d'experts au cabinet du président Mobutu. Et c'était un cabinet qui sélectionnait vraiment des experts venus de tous les horizons dans le pays. Et vous proposez finalement que cette structure soit réactivée au sein du cabinet du chef de l'État qui doit étudier toutes ces actions. Est-ce que vous pensez que les temps qui nous restent, les urgences est devant nous, comme l'urgence de la guerre, qui fait finalement que, est-ce qu'on a vraiment le temps de se préparer pour faire tout ce que vous parlez là, des études de faisabilité qu'il faut faire, ce qu'on n'est pas arrivé dans une situation, il faut finalement partir vite que vite pour bouter l'ennemi dehors. Mais je venais de vous le dire, c'est surtout ça qu'il faut éviter, la précipitation. Quand on parle d'experts, hein, ce sont des connaisseurs scientifiques, techniques, qui ont la maîtrise de leur domaine. Moi, je suis expert en développement et en énergie électrique. Je sais de quoi je parle. Quand vous posez des questions à ces gens-là, le temps, d'abord, ce n'est pas... le temps ne s'arrête pas. On ne maîtrise pas le temps. Il faut plutôt maîtriser votre programme d'action que vous faites. Oui, c'est vrai, j'ai été formé au service présidentiel d'études comme base par le professeur Malwaka Lenga et d'autres Italiens. Là-bas, il y avait à l'époque ce qu'on a appelé service d'études du Zaïre. Après, c'est devenu service présidentiel d'études où il y avait des experts. Il y a eu un appel à candidature et il y a eu 1500 candidats. Des professeurs d'université, des médecins, des juristes, des économistes, des sociologues, 1500. Et il y a eu 3 mois de tests. À la fin, on a recruté seulement 15. Et qui ont été d'ailleurs engagés à 2 étapes. Première étape, 7, et deuxième étape, 8. Dieu a fait grâce que j'étais parmi les 7 premiers. On a trouvé les 5 qui étaient déjà là-bas. C'était une sélection très sévère. Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Mais c'était des véritables experts, chacun dans son domaine. Hein? Nous avons encadré des gens, je ne vais pas citer des noms, des gens comme Nuzolo Bambi, poser de la question, nous les avons encadrés. Donc, ces experts-là, ils peuvent, et ils doivent, parce qu'ils auront des injonctions, vous avez 10 jours, 15 jours, pour nous proposer des solutions dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Dans le domaine de l'armée, l'armée a besoin de quoi? L'armée a besoin d'abord de la nourriture, de la mobilité, des armes, logistique, oui, c'est ce que vous avez, tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Ils le savent. Et quand on fait l'état des lieux, on va voir dans quel état se trouvent ces besoins. Donc vous dites que finalement, on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup de temps. Si on est expert dans son domaine, on suppose qu'on a déjà les éléments de langage pour structurer son discours. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup
qui, pour des raisons diverses, n'étudient plus, ne lisent plus et tout ça, mais quand même, les notions de base, ils les ont. Alors, Bruno Kapanji, vous parlez notamment de la qualité, donc la personnalité des personnes qui vont faire partie de ce groupe d'experts, notamment l'expertise avérée, l'expérience dans ce domaine, l'honnêteté, le patriotisme. Pourquoi est-ce que ce critérium est très important pour vous dans les contextes actuels? Pourquoi est-ce qu'il faut sélectionner des gens qui répondent à ces critères? Mais c'est plus qu'important. On parle de la trahison, non? Dans la guerre qui nous est imposée aujourd'hui par le Rwanda, avec en tête le président Paul Kagame. Il y a des trahisons, non? Il y a des militaires qui vendent des armes. En tout cas, il y a beaucoup de... Il y en a quelques-uns. Ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça, je ne sais pas. Mais ce n'est pas seulement dans l'armée. Mais ça peut être aussi le cas dans les civils. Et il faut quand même une dose de moralité. Je vous ai parlé de l'amour. Dieu qui a créé le monde, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est-à-dire l'amour. Dieu aime beaucoup. Il s'aime soi-même et il crée l'homme à son image. C'est-à-dire il aime vraiment, il le fait à son image. Mais ici, nous devons aussi avoir cet amour. L'amour de la patrie, l'amour de sa famille, l'amour de son pays. Ce n'est pas possible. J'ai suivi l'émission de Onana hier. Onana, je rappelle que c'est un journaliste camerounais qui a été condamné par la justice française pour avoir publié un document selon lequel le génocide rwandais est tout simplement instrumentalisé par les autorités rwandaises pour besoin de la cause, qui a justement le véritable génocide. Ça se fait plutôt au Congo par les Rwandais, entre autres. Mais il nous a interpellés, nous les Congolais. Il a dit, mais pourquoi moi je suis Camerounais, je parle de votre pays, vous-même vous n'en parlez pas, pourquoi? Vous pensez que la mobilisation ne suit pas finalement dans ces combats? Parce que je rappelle que ces avocats, il a été condamné à payer dans une dizaine de mille dollars, une dizaine de milliers de dollars, je crois 8 000 $ exactement, mais dont les avocats réclament aussi leurs honoraires, ils n'ont jamais été payés, et que la RDC se serait engagée à payer, mais finalement... Bon, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. En tout cas, ça s'est dit. Ça s'est dit. Merci, vous m'informez. Mais moi, je retiens surtout cette interpellation. Pourquoi les Congolais, nous ne parlons pas de ça? Notre propre histoire. Ce n'est pas le but de l'émission ici. Vous avez vu notre carte d'électeur, qui est aujourd'hui carte d'identité. Hein? Est-ce que sur cette base-là, de cette carte-là, les éléments qui sont là-bas peuvent déterminer l'identité de quelqu'un? On détermine l'identité de quelqu'un par son père et sa mère. Ensuite, par son clan. Ensuite, son groupement. Parce que le groupement, c'est eux qui sont les chefs de terre. Et ensuite, il y a la tribu, tout ça. Dans la carte-là, vous n'avez pas tous ces éléments. Si quelqu'un vous dit, bon, je suis congolais, et qu'il est, non, pas loin, il est rwandais, comment vous allez dire qu'il n'est pas congolais sur base de cette carte? Il y a des éléments comme ça qui sont tout à fait nécessaires dans l'identification du Congolais et dans la prise de conscience. C'est là le discours du président de la République. Il nous invite à la mobilisation. Mais tous, hommes, femmes, enfants, ingénieurs, économistes, universitaires, tout le monde, chacun dans son secteur. Et comme je dis, dans un programme cohérent et harmonieux. Et il a bien dit, ce sera des actions qui seront bien coordonnées. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Énergie, vous avez travaillé, vous avez été responsable du projet INGA sous le président Kabila et finalement vous avez assumé beaucoup de responsabilités. C'est votre principale activité, vous êtes expert en développement et en énergie électrique. Et M. Bruno Kapanji, vous pensez finalement aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait quand on se prononce comme discours, tout ce qui est véhiculé comme discours
dans l'espace public congolais, dans l'opinion publique, que la classe politique particulièrement, parce que vous le vouliez ou pas, vous êtes aussi politique, que la classe politique en prise en charge du discours du président pour finalement galvaniser les foules, mobiliser la population à un certain moment. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai suivi un député, il s'appelle, je crois, Eliezer, qui a déploré que comment on peut expliquer qu'en ces temps où nous sommes agressés, où il y a des morts, où il y a la situation sécuritaire, alimentaire critique à l'Est, que nous, les députés, nous soyons en vacances. C'est lui qui a déploré. Nous, la population, nous suivons, nous entendons. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience. C'est là que le président nous demande, une prise de conscience que nous sommes des Congolais et que nous devons nous lever, mais pas en ordre dispersé, pas seulement avec des discours. Il y a des campagnes de, comment on appelle ça, contribution financière, hein, pour assister. Parce que le chef de l'État aurait demandé la réduction de train de vie des institutions. On a suspendu beaucoup de dépenses, notamment les dépenses liées au fonctionnement des institutions. Toutes ces décisions sont bonnes, mais ce sont les recettes qui vont venir. Mais leur utilisation doit correspondre aux besoins exprimés par l'armée et par la population. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Eh bien, il faut se référer l'échelle des besoins. L'échelle des besoins, il faut regarder, mais suivant les priorités du moment. Et programmer l'utilisation de tous ces fonds en fonction de ces besoins. Qui sont connus. Hein? Et pour vous, si jamais il faut attaquer cette situation dans ces cabinets, dans ces groupes, dans ce groupement d'experts de tous les secteurs que le chef de l'État, si jamais il veut écouter, il écoutait vraiment vos conseils, ou soit d'autres Congolais qui réfléchissent comme vous, et ce serait quoi la priorité des priorités dans ce groupe d'experts qui doit travailler pour fournir au président des recommandations nécessaires à lutter contre la rébellion, l'agression rwandaise. Si je me réfère à la pyramide de Maslow, les premiers besoins sont physiologiques. Et ces besoins-là, c'est satisfaire les besoins de la faim, de la soif. Mais il y a aussi le troisième, je crois, c'est besoin de survie. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation extrême de survie. Nous devons survivre en tant qu'hommes. Nous devons survivre en tant qu'État. Nous devons survivre en tant que gouvernement. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent. Mais nous devons aussi survivre en tant qu'hommes qui mangeons. Il y a le programme de réduction des taxes, des trains de vie. Il y avait d'abord la réduction des taxes de certains produits alimentaires. Ça donne des effets, mais tout ça, ce sont des bonnes actions, mais à court terme. Le programme dont je parle ici, c'est le programme à très court terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Si ce programme à court terme, à la fin, ne donne pas le résultat, ça sera là. Maintenant, avec ce qui est arrivé, le pillage. C'est-à-dire l'offre va baisser. Et on connaît en économie, quand l'offre baisse, qu'est-ce qui arrive? Les prix augmentent. Et en contrepartie, quel est le programme que nous avons mis en place pour augmenter la production? Le maïs, c'est 3 mois. Les légumes, c'est 1 mois. Les tomates, c'est 1 mois. Quel est le programme que nous avons mis en place? Les haricots, c'est 3 mois. Quel est le programme? Donc pour vous, la mobilisation, même si le discours du chef de l'État est vraiment contextualisé dans la situation de l'Est de manière particulière, mais il ne peut pas être seulement un discours centré sur la guerre, mais il faut réfléchir de manière générale, globale, pour fournir des solutions, proposer des solutions à la population. Vous avez, je crois, dit à ma place ce que j'aurais pu dire. Il faut absolument faire des programmes cohérents. Mais je vous ai dit, le programme doit être échelonné dans le temps.
très court terme. Très court terme, ce n'est pas moi qui vous dirai pour terminer avec la guerre, ça va nous prendre combien de mois. Non, ça, ce sont les experts qui vont proposer au chef de l'État, avec les éléments que nous avons, suivant le diagnostic que nous avons, sur tous les plans, voici en tel mois, en autant de mois, nous pouvons terminer ça. La même chose pour tous les autres domaines. C'est la définition des priorités, c'est-à-dire des besoins essentiels et des besoins de sécurité et de souveraineté. C'est important. Vous avez dit que je suis politicien. Oui, par le temps, je suis devenu politicien. Au départ, moi, je n'étais pas politicien. Je suis un expert, j'ai été formé comme ça. Mais si j'avais été élu, j'étais candidat, malheureusement, je n'ai pas été programmé. Ouais. Bon, mais si j'avais un projet, puisque vous me poussez à ça. Moi, j'allais proposer au Parlement de changer même la nomenclature. Il y a une session qu'on appelle session budgétaire de septembre. Le budget, c'est quoi? C'est des chiffres. Ouais. Hein? Et ces chiffres, c'est l'expression chiffrée, c'est ça la définition du budget, l'expression chiffrée d'un programme d'action. Il faut mettre l'accent sur le programme d'action. Je suis député, avant de voter ce budget, je dois regarder d'abord le programme d'action du gouvernement. J'ai promis un pont à mes électeurs. Je dois regarder est-ce que ce pont est là. Parce que dans le budget, ce n'est pas toujours indiqué, hein, mais on doit mettre l'accent sur le programme. Et j'ai proposé le schéma, je proposerai le schéma, au lieu d'appeler session budgétaire, on dirait session de programmation. On programme le budget et on programme les dépenses et les recettes. J'ai répondu à votre question. Alors, pour avoir été, ministre au gouvernement national, pour avoir géré un grand projet comme INGA, pour avoir été beaucoup, vous avez une connaissance sur le plan géostratégique, sur le plan de relations internationales. La RDC aujourd'hui a besoin des alliés sur le plan régional, sous-régional, international, au-delà même. Est-ce que vous pensez aujourd'hui la situation de notre pays, quels sont les alliés possibles pour faire face? Parce qu'on a vu tout ce qu'on a connu comme difficulté sur le plan militaire, à un certain moment, jusqu'à ce que les rebelles puissent arriver dans la ville de Goma avec leur parrain, le Rwandais, parce que ça a été prouvé, le gouvernement l'a confirmé. Ce n'est pas des parrains, c'est le Rwandais. Les Rwandais principalement, parce qu'on parle d'autres nations, mais le Rwandais qui est mis en exergue justement pour son rôle au niveau de cette rébellion. Et vous pensez qu'au niveau de la sous-région, la RDC doit composer avec quel pays, quel allié, pour pouvoir l'aider à booster un tout petit peu les forces armées de notre pays pour avancer et puis bouter l'ennemi dehors? C'est une question difficile. Je ne peux pas tout dire ici, sur le plateau. Ça va passer dans YouTube, tout ça. Mais les États n'ont que des intérêts. Quand je vous parle de diagnostic, il faut faire des diagnostics. Donc, c'est à cette équipe d'experts de travail. Il doit savoir avec tel État avec lequel nous voulons composer. Quels sont ses intérêts dans ce pays? Quels sont ses intérêts au Congo? Est-ce que nous pouvons satisfaire à ses intérêts? Hein? Donc, parce qu'il n'y a rien pour rien. Les États n'ayant pas d'amis que des intérêts. Ouais. Alors pour vous, en tout cas, la nécessité de la mise en place de ces cabinets d'experts est nécessaire. Donc cette commission d'experts est nécessaire, mais je rappelle qu'au début de l'agression, les chefs de l'État réunis, la plupart de nos généraux, ceux qui avaient été par moment des chefs d'état-major depuis Mobutu, il avait réuni comme ça, j'ai bonne mémoire, pour justement les sensibiliser autour de cette question. Le ministre de la Défense, même actuel, selon certaines expressions, aurait réuni aussi les anciens ministres de la Défense pour essayer un peu de voir, est-ce que vous pensez que c'est un début vers ce que vous vous proposez aujourd'hui, une équipe d'experts pour booster la situation un peu de nos forces armées de défense et de sécurité? Non, moi je suis expert, je suis aussi, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas longtemps, j'étais chargé de mission du chef de l'État. Okay. Il y a 1 an et demi que
je ne suis plus, mais j'ai aussi le droit de réserve. La structure là dont je parle, c'est un service qui reste permanent, d'ailleurs, qui était sous l'autorité directe du président de la République. Tous les directeurs qui sont passés là-bas, à commencer par le Bisengimana, Maître Nimi, Mokonda, tout ça, ils s'appuyaient sur ces services-là d'experts. Et à un moment donné, quand Kabila Père est entré, on a voulu réactiver ça. Et ça nous a attiré beaucoup d'ennuis, les gens ne voulaient pas. Donc, c'est une question pas seulement de vision, mais d'objectivité. Tout le monde n'est pas expert en tout. Moi, je déplore toutes les réunions là où on fait les commissions. Bon, les commissions, on invite qui? La présidence, la primature, tel ministère, surtout le ministère du budget, des finances, parce qu'ils payent du plan, tout ça, tout ça. Et les gens qu'on envoie là-bas ne sont pas tous experts. Alors à ce moment-là, les décisions qui sont proposées sont souvent à court terme. On ne voit pas la vision à long terme, comme le président l'a dit, le peuple d'abord. C'est important. C'est important. Avoir ça pas seulement au niveau du cabinet du chef de l'État, mais aussi dans tous les ministères. On doit avoir des services d'études qui sont là, qui restent permanents avec des experts. C'est eux qui vont proposer aux ministres les réformes, parce qu'il y a ça demande des réformes, mais des réformes à court terme, à moyen terme, et puis Alors, à long terme. au vu de la situation, vous avez parlé, vous avez conseillé plutôt de ne pas être pressé, de prendre froidement la situation, de prendre l'attitude, d'adopter l'attitude qu'a le chef de l'État lui-même, et la froideur, la pondérance, et analyser froidement. Pas la froideur. La pondérance, et donc la responsabilité. Voilà, oui, voilà. pour Voilà. prendre un peu la situation avec du recul, pour éviter d'avoir des erreurs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la RDC peut aussi s'offrir un comité scientifique comme le serait en France, par exemple, et s'il y a des questions, des grandes questions comme l'épidémie je veux dire, la pandémie de coronavirus, c'est un moment où la France s'appuyait sur ces comités scientifiques réunissant tous les experts et qui trouvaient la solution, et qui proposaient la solution au gouvernement sur tous les domaines, notamment sanitaires pour être précis. Mais dans tous les pays, il y en a dans tous les pays ces comités-là. Ce n'est pas seulement en France, il y en a partout. Regardez aux États-Unis, pour parler du concret. Le président Trump, il veut faire de l'Amérique la première puissance du monde. Comme à l'époque, Mobutu avait dit, première puissance d'Afrique. Premier, oui. Deuxième, oui. Troisième, oui. Quatrième, non. Hein? C'est pour ça qu'il a pris des actions comme réaliser des projets comme le Tam Tam d'Afrique. Ouais. Il ne faut pas oublier que nous étions les premiers à avoir, parce qu'il s'est comparé toujours aux Belges, nous avions DC-10 avant les Belges. Et c'est le pilote Diasolo et Ilunga qui ont formé les Belges sur le DC-10. La télévision, ouais. C'était avant la Belgique. Les téléphones mobiles, c'était avant. Donc, cette vision-là, Trump, qu'est-ce qu'il veut? Il sait que demain, le monde de demain sera un monde dominé par l'intelligence artificielle. Il nomme qui? Donald Trump. Non, il a nommé ce qui est... Voilà. Il est chef du département de l'efficacité du gouvernement. Il va supprimer tous les services budgétaires qui ne font pas grandir la puissance américaine. Mais on doit penser à ça. C'est comme ça que ça fonctionne partout. Alors, je voudrais que vous disiez un peu clairement les choses, parce que les gens qui nous prenaient peut-être en cours d'émission pourront comprendre que peut-être vous proposez un dialogue national autour du président pour parler de ça. Quand on parle de dialogue national dans ce pays, on voit beaucoup plus le partage des postes de responsabilité au niveau gouvernemental. Donc votre démarche est tout autre, ce qui n'a rien à voir avec un quelconque dialogue national. Le dialogue national, la réconciliation nationale,
est une donne permanente. Mais il faut préparer les termes de référence et le projet qui va. C'est un projet, il faut le construire. Vous ne pouvez pas, si on convoque les gens comme ça, sans qu'ils sachent de quoi ils vont parler, ça ne sera pas efficace. Donc tout ça doit être préparé. Et ce qu'il faut mettre en avant. L'unité nationale, c'est une quête permanente. Il y a certaines personnes qui disent que si aujourd'hui on a des petites difficultés, il faut le dire ainsi, sur le plan sécuritaire, notamment dans la partie orientale du pays, c'est parce qu'il y a la fracture, il y a les dissensions au niveau politique, il y a une crise politique qui ne dit pas son nom finalement, qu'il faut un dialogue national. Est-ce que vous pensez, en dehors de votre équipe d'experts qu'il faut mettre en place par le président, il faut aussi un dialogue pour solder cette situation qui déstabilise l'Est du pays? Mais je vous ai dit que le président de la République, il est garant de la souveraineté et de l'unité du pays. Il n'est pas président d'un camp, il est président de tout le monde. Si vous pensez dialogue, c'est réunir tout le monde, comme maintenant là. Tout le monde doit suivre le discours qu'il a fait. Il nous mobilise tous. C'est tout le monde. Mais il ne faut pas que ce soit l'occasion de partage. Non, c'est l'occasion que chacun prenne conscience. Tiens, je suis congolais, le président est congolais, nous allons avec le président et on lui donne des éléments pour le Congolais. Bruno Kapanji, je pense qu'on va terminer cette émission. On me signale qu'on est vraiment arrivé à terme de cette émission. Alors, j'aimerais que vous puissiez dire qu'est-ce qu'on retient de votre proposition après avoir suivi les discours du président. Quel est le schéma que vous proposez pour la sortie de la crise? Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots pour que l'opinion puisse retenir que vous avez parlé en tant que leader politique, en tant qu'expert en développement, expert dans beaucoup de choses? Qu'est-ce qu'on retient le message essentiel? Le message essentiel, c'est qu'il faut, à partir du discours du président de la République, d'abord l'intérioriser. C'est un. Deux, mettre en place de programmes à très court et moyen terme. Et ce programme doit contenir les objectifs chiffrés, quantifiables, doit avoir des projets bien étudiés, bien préparés, doit avoir un budget qui correspond à l'exécution de ce programme. Et le dernier message, c'est le message de compassion. Ne perdons pas de vue que nous avons dans les mains aujourd'hui. Je ne sais pas, quand on montre des images, moi j'ai du mal à regarder ces images. Nous avons des morts dans les bras. Et ces morts ont des familles. Nous devons penser à ces familles-là. C'est pour ça que l'appel de contribution, tout ça, doit se faire de façon vraiment ordonnée pour que rapidement on amène du secours suivant les besoins de Maslow, les besoins alimentaires, les besoins de survie, les besoins pour que ces gens retrouvent de l'espoir et qu'ils voient que nous les aimons et nous nous aimons en tant que Congolais. C'est l'appel que j'ai fait et le président l'a exprimé. C'est l'amour. Nous devons nous aimer. Quelqu'un qui aime ne peut pas prendre une arme pour tirer sur son frère, même s'il a des choses à lui reprocher. Il faut que nous apprenions à nous aimer, Commencer par nous-mêmes. Et puis notre famille, notre clan, notre pays. Merci beaucoup, M. Bruno Kapanji Kalala, ancien ministre de l'Énergie, responsable du projet INGA, ancien membre du cabinet d'experts présidentiels, ancien administrateur financier de la Société nationale de l'électricité. Vous avez oublié que je fais 10 ans comme secrétaire permanent du pôle énergétique de l'Afrique centrale. Effectivement, il venait de rappeler lui-même, et vous voyez que c'est un homme d'expérience, et donc aujourd'hui, il est expert en développement. Et vous avez oublié une chose. C'est pour ça que quand je parle du Congo, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Je connais le Congo.
la grande province du Kasaï, Bandundu, Équateur, Congo central, une bonne partie, ancienne province orientale, une bonne partie, et même le Kivu. J'ai été dans tous les villages, je dis bien villages, parce que j'ai participé aux enquêtes socio-économiques pour élaborer le plan de développement de ce pays, en allant faire des enquêtes socio-économiques dans chaque village et dans chaque famille. Je connais le Congo. Voilà, il connaît le Congo, il n'est pas, vous connaissez les célèbres hommes politiques qui parlent, je connais le Congo. Moi, j'aime le Congo. Qui n'est pas seul, il y a un autre qui connaît le Congo, qui aime aussi le Congo, comme tout patriote. Merci beaucoup, on a compris, homme d'expérience, et tout récemment, chargé des missions de chef de l'État. Aujourd'hui, il est expert en développement et en énergie, énergie électrique, Monsieur Bruno Kapanji. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les téléspectateurs de Géopolis Télévision. Willy Kalengaï, qui a l'habitude de présenter cette émission, présente toutes ses excuses pour son indisponibilité. Nous vous servons avec la même passion. Gardez votre calme. On se retrouve à très bientôt sur les mêmes antennes. Et ce programme est en rediffusion sur toutes les plateformes numériques, socio-numériques. Et ça sera aussi en diffusion dans d'autres chaînes de télévision de la RDC. Merci beaucoup à vous tous qui avez contribué justement à sa réalisation. Je parle de l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission, Chez mes critiques sur Géopolis Télévision. À très bientôt.